Bonjour, je suis Chloé Morel, historienne, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Paolo Artini. Donc bonjour Monsieur Artini. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes italien et vous travaillez pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés depuis 1993, je crois. Oui, Vous avez absolument. travaillé notamment à Rome, à Bruxelles et à Istanbul. Et vous êtes actuellement représentant pour la France et Monaco du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi dans le monde actuel, il y a, je crois, beaucoup plus de réfugiés qu'avant, en ce moment, en 2020? Je crois que c'est la plus grande crise de l'accueil des réfugiés depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cet afflux de réfugiés? Oui, merci beaucoup. Effectivement, je travaille depuis 1993 pour le HCR et j'ai travaillé dans plusieurs pays en Afrique et au Moyen-Orient. Et avant d'arriver en France, j'ai travaillé à Ankara dans le contexte de l'opération en Turquie. Donc, merci. Effectivement, le nombre de déplacés de force dans le monde augmente et augmente à cause de la prolifération des crises partout dans le monde, augmente parce que les crises deviennent aussi pérennes, donc plus longues, et il n'y a pas de solution aux crises, et les solutions aussi pour les réfugiés sont de plus en plus difficiles, comme par exemple le rapatriement dans le pays Ah oui, d'origine. Donc, à cause de plusieurs facteurs, malheureusement, chaque année, et on le fait à l'approche de la Journée mondiale des réfugiés, on donne les tendances mondiales et le nombre augmente. Donc, on est à 71 millions maintenant de personnes déplacées de force, qui inclut donc les déplacés internes, mais aussi les réfugiés et les demandeurs d'asile. oui, Et, et donc, on est aussi, peut-être ça vous intéresse un peu l'actualité, dans une période très particulière au niveau de la protection des réfugiés, au niveau oui. global, à cause de la crise du Covid, Mhm. qui représente un défi majeur pour le HCR et Oui. dans la réponse aux réfugiés et aux déplacés de force Ah dans le oui. monde. Et je pourrais vous illustrer des éléments de notre réponse dans le contexte actuel. Très bien. Est-ce que le Covid, du coup, aggrave la crise et la situation difficile des réfugiés alors aujourd'hui? Beaucoup, c'est vraiment une grosse aggravation? Absolument, et à plusieurs niveaux, dans le sens qu'il y a naturellement une crise au niveau sanitaire dans le monde et beaucoup de réfugiés vivent, la plupart, 80% des réfugiés vivent dans des pays en développement et donc avec des systèmes de santé assez fragilisés. Et donc le premier défi, c'est de renforcer le système de santé et euh, inclure les réfugiés, les personnes déplacées dans le plan sanitaire. Le HCR, c'est par exemple à l'eau et l'accès aux articles humanitaires et le renforcement des systèmes de santé. Mais il y a aussi des problèmes accrus au niveau de la protection. Nous Mhm. avons vu beaucoup de pays fermer leurs frontières. Nous avons un problème de détention des demandeurs d'asile et des réfugiés dans le Mhm. monde. Nous avons vu aussi un problème de stigmatisation Oui. des étrangers, des migrants et des réfugiés Mhm. aussi qui a été augmenté par la crise Oui. Oui, oui, actuelle, oui. Donc, particulièrement pour certaines catégories.
Mhm. Pensons à les femmes, par exemple, mais aussi à la sortie du confinement, il y a eu des risques accrus pour les catégories plus vulnérables de violence et d'exploitation. Et la même chose pour les enfants non Oui, accompagnés. Mais maintenant, à la sortie du déconfinement dans certains pays et au moment où la situation économique devient grave dans tout le monde, nous devons adresser les conséquences socio-économiques du Covid. oui, Ce qui a voulu dire pour beaucoup de réfugiés, des demandeurs d'asile, la perte des moyens de subsistance, ah oui, euh, la perte de la possibilité d'avoir accès à un travail souvent précaire pour la majorité oui. des réfugiés. Et donc, Mhm. le HCR est aussi engagé dans la réponse aux conséquences socio-économiques du Covid, par exemple à travers des programmes de cash et des réponses aux demandeurs d'asile qui, dans plusieurs pays, au Liban, comme en Turquie, comme en Libye, ont perdu pour la plupart l'accès Ah oui, au, d'accord. au travail. N'oublions pas que la grande partie la plus grande partie des réfugiés sont des réfugiés urbains aussi, qui Oui. vivent et survivent grâce à leur travail. Et donc, la crise économique représente un risque pour les personnes, pour les catégories plus vulnérables qui perdent l'accès Mhm. au, à la possibilité en effet, de survivre. Donc, il y a des conséquences qui augmentent et une grande préoccupation pour le futur qui pourrait aussi nous faire réfléchir à ce qui peut arriver maintenant au niveau des flux et des tendances. Mhm. D'accord. Alors, il y a une question que se pose souvent le grand public ou les étudiants, c'est dans les médias, on entend parler de migrants, réfugiés, déplacés. Est-ce qu'il y a une différence précise entre ces appellations ou est-ce qu'elles sont semblables? Il y a une différence parce qu'il y a une définition juridique très claire des réfugiés dans la Convention de Genève. Donc, ce sont les personnes qui ont fui la persécution, des violations de droits de l'homme, des situations de guerre, donc étaient forcés à partir de leur pays. Et les déplacés internes sont déplacés à l'intérieur de leur pays. Les réfugiés ont traversé des frontières. Mais souvent, les réfugiés et les migrants partent ensemble dans le contexte de flux mixtes. Et donc, Mhm. c'est à travers la procédure d'asile, en effet, qu'on peut faire la différence entre les Oui, réfugiés et les migrants. Mais ils ont beaucoup de problèmes qui sont similaires. Pensons par oui. exemple à la situation dans la traversée de la Méditerranée, les Mhm. problèmes de secours en mer et donc Oui. Mhm. du partage des responsabilités au niveau européen pour les personnes qui essayent de partir. Et n'oublions pas, et c'est un peu l'actualité, que euh, maintenant on voit une augmentation des personnes qui sont en train de quitter, par exemple, la Libye dans ce jour. Il y a beaucoup de pression sur les pays en Afrique du Nord, justement pour les facteurs économiques que je mentionnais, donc les Mhm. conséquences aussi socio-économiques de la crise sanitaire, l'augmentation, par exemple, des loyers pour les réfugiés, Mhm. l'augmentation des denrées alimentaires et donc beaucoup de facteurs qui pourraient déclencher une augmentation de flux. C'est le cas pour la Libye, pour le nord de l'Afrique. C'est le cas pour d'autres zones qui sont aussi affectées par une détérioration des problèmes de sécurité. Mais il faut aussi regarder les facteurs de risque dans les pays qui ont accueilli beaucoup de réfugiés et de demandeurs d'asile. Mhm. Pensons à l'Iran, au Pakistan, etc., pour les réfugiés afghans. Et donc, c'est important que tout le monde s'engage pour répondre collectivement aux problèmes des réfugiés, des déplacés des forces, aussi sur la base d'une solidarité qui soit partagée. Et c'est un peu Mhm.
l'esprit et sont le principe du pacte mondial sur les réfugiés Mhm. qui a été approuvé il n'y a pas longtemps et qui Oui. devient encore plus important dans le contexte d'une réponse collective au Oui, Covid-19. très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser cette action très importante que mène le HCR en faveur des réfugiés? Je crois qu'il y a une action juridique et aussi une action plus concrète, plus humanitaire ou matérielle. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis? Oui, le HCR a un mandat qui est de protection et aussi d'assistance aux réfugiés. Et donc, de protection et pour trouver des solutions pour les réfugiés. Les solutions pour les réfugiés sont l'intégration dans le pays d'asile, c'est le rapatriement volontaire, mais c'est aussi la réinstallation d'un pays du premier accueil euh, au pays de réinstallation. Et donc, nous sommes impliqués dans la recherche des solutions et dans la protection des réfugiés. Donc, dans un contexte européen, au sein de la et pour donner des recommandations aux pays dans le contexte du système d'asile et de la procédure d'asile, et aussi au niveau de la protection et de l'assistance matérielle dans beaucoup de pays qui sont en développement. J'ai mentionné l'aide humanitaire, par exemple, dans le contexte de camps de réfugiés, même si c'est une minorité de réfugiés qui sont dans des camps, la plupart sont dans leur communauté, dans les zones urbaines et dans tous les secteurs, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi et l'accès à l'aide humanitaire. Mais nous avons vu que ça ne suffit pas l'approche humanitaire pour répondre aux besoins des réfugiés, il faut aussi impliquer les acteurs de développement parce que c'est important dès le début des crises de se poser le problème de développement et aider pas seulement les réfugiés, mais aussi les communautés d'accueil, les communautés qui sont souvent très généreuses dans l'accueil des réfugiés dans des zones qui sont souvent très éloignées des capitales, tout près de la frontière et donc avec des systèmes très fragiles. Donc, l'action du HCR s'inscrit dans une aide qui est juridique de protection, mais aussi une aide humanitaire et aussi une collaboration avec les acteurs de développement, soit les gouvernements, mais aussi du secteur privé, comme les autorités au niveau local, les maires par exemple, pour répondre aux besoins d'intégration en effet des réfugiés et à la nécessité d'aider les communautés d'accueil. Très bien. Et donc, le HCR est une des institutions spécialisées de l'ONU. Est-ce qu'il y a une complémentarité, une collaboration avec les autres agences de l'ONU comme l'OIT pour le travail, la FAO concernant l'agriculture ou peut-être l'UNESCO sur l'éducation? Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont mises en place entre les agences? Absolument. Nous avons un mandat concernant les réfugiés, mais nous collaborons avec toutes les agences qui travaillent dans l'humanitaire, comme par exemple le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF et l'OMS maintenant au niveau de l'Organisation mondiale de la santé au niveau de la réponse au Covid et toutes les organisations parce que les Nations Unies doivent travailler comme une organisation dans le respect des mandats. Et donc, souvent, on développe des plans qui sont ensemble avec les autres agences des Nations Unies et qui on applique après selon nos mandats et avec des partenaires qui sont souvent des partenaires de la société civile. Mais c'est très important de planifier ensemble et la coordonner une réponse qui soit cohérente et compréhensive aux problèmes des réfugiés ou d'autres catégories vulnérables. Très bien.
Et comment voyez-vous alors l'avenir en ce temps actuellement de crise du coronavirus? Est-ce que vous pensez qu'à la suite de cette crise, on va aboutir à une conception plus solidaire, un accueil plus solidaire envers les réfugiés, ou est-ce qu'il y a une montée des égoïsmes ou des replis identitaires et du rejet de l'autre? Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Oui, la réponse solidaire et partagée, c'est une nécessité. Aussi, la crise sanitaire actuelle nous montre que c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne laisser pas des personnes sans assistance et sans protection. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde et l'action de chacun compte dans la réponse aux problèmes des réfugiés et des catégories vulnérables. En n'oubliant pas que les réfugiés aussi répondent aux problèmes des autres, parce que, par exemple, nous avons vu dans le contexte de la crise du Covid, des réfugiés s'impliquer pour aider les autres, par exemple, dans les secteurs de santé, etc. Donc, il faut aussi regarder les réfugiés comme des acteurs qui donnent une contribution positive à la société d'accueil. Donc, la solidarité est une nécessité aussi si on regarde le flux des réfugiés et des migrants en Europe. Ce n'est pas à travers le contrôle et la fermeture des frontières qu'on peut mettre en place une gestion des problèmes qui sont tellement compliqués et importants, mais c'est à travers des systèmes solides basés sur le partage des responsabilités et sur la solidarité. On le voit par exemple dans le contexte de la Méditerranée, où ce qui est devenu de plus en plus clair, c'est un système de sauvetage en mer qui fonctionne et surtout un système de solidarité qui partage les responsabilités afin que tous les pays ne soient pas laissés seuls, mais puissent être aidés dans la réponse aux réfugiés. Donc, la solidarité et le partage des responsabilités au niveau européen, mais au niveau global, est devenu de plus en plus une nécessité que cette crise nous a montré. Comment on va y arriver? C'est compliqué, mais le HCR essaye de faire son travail pour mobiliser tous les acteurs de la société, tous les États, pour soutenir les efforts qui sont faits pour les réfugiés. Et les ressources qui sont nécessaires pour répondre à ces besoins sont énormes. Donc, c'est le moment pour un engagement qui soit collectif et aider tout le monde sur la base de la solidarité, qui est justement le principe clé du pacte mondial sur les réfugiés. Mhm. On a vu que les États-Unis, en ce moment, menacent de se retirer de l'OMS. Les États-Unis ont avec Donald Trump, une attitude très unilatéraliste en ce moment. Est-ce qu'ils collaborent et contribuent sans problème aux actions du HCR pour l'instant? Bien sûr, tous les pays nous soutiennent et les États-Unis nous donnent un gros soutien dans la réponse aux réfugiés et aux situations des déplacés dans le monde. Et cela est vraiment nécessaire parce que c'est seulement à travers une action collective et une réponse multilatérale aux problèmes des réfugiés qu'on peut trouver tous ensemble des solutions. J'ai mentionné par exemple la réinstallation, c'est-à-dire le transfert d'un pays de premier asile à un pays de réinstallation. La suspension des voyages pour les réinstaller est aussi un problème dans ce moment, mais la reprise pas seulement de la contribution des pays à la réponse des réfugiés dans les gros pays d'accueil, mais aussi de la réactivation des voies légales une fois que les voyages vont reprendre, est aussi un facteur pour trouver des solutions tous ensemble. Donc, c'est dans l'esprit du pacte de l'engagement de tout le monde qu'on peut répondre à la Très question des bien. réfugiés. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Paolo Artini, pour vos explications et vos analyses sur cette action très importante du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Merci beaucoup. Merci à vous.